Bonjour à tous, je suis Stéphanie Obadia, conférencière et journaliste spécialisée dans la construction et le bois bien sûr. Bienvenue donc à tous dans cette table ronde dédiée à la ressource. Nous aurions bien sûr souhaité un événement en présentiel, mais hélas les conditions sanitaires ne nous le permettent pas. Donc bienvenue donc dans cette table ronde en virtuel, même si nous sommes en présentiel. Avant de passer à la table ronde qui s'annonce animée, un petit rappel des lauréats du concours Archibois, dont la deuxième édition s'est tenue l'année dernière. Ce concours, organisé par le fonds Archimbaud pour l'homme et la forêt, ainsi que l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine qui nous accueille aujourd'hui, a cette année le soutien du CNDB et de Planton pour l'avenir. Ce concours est destiné aux étudiants en architecture en France, l'occasion pour eux de mettre en pratique leurs connaissances, leur créativité et de confronter leurs idées et leurs projets, en bois bien sûr, avec des experts du secteur. Le thème de l'édition 2020 était la greffe architecturale. Marie Schweitzer, vous êtes architecte et charpentière reconnue. Vous étiez l'année dernière présidente du jury. Qu'avez-vous pensé des projets et des 10 maquettes finalistes que l'on peut apercevoir en direct un peu derrière moi et puis au-devant ? Alors, c'était un concours très réussi, à mon sens, porté par Archimbaud, le fonds Archimbaud et l'école Val-de-Seine. C'était surtout d'abord une opportunité pour les étudiants d'étudier le matériau bois. Et ce concours qui a réuni finalement 126 étudiants en architecture, mais aussi des ingénieurs et des paysagistes, non seulement en France, mais aussi dans des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Suisse, a été une réussite et aussi due à ce thème qui était cette greffe architecturale, c'est-à-dire une insertion dans un patrimoine existant, tout à fait dans l'esprit du bois, qui est une continuité d'un bâti existant, et donc ça a été très suivi par les étudiants, et la pertinence des réponses nous a donné beaucoup d'espoir sur des futurs praticiens qui utiliseront le matériau bois. Le lauréat qui est Lucas Labens, a fait un projet de réhabilitation d'une opération de logement social, c'est-à-dire qu'il a créé des extensions en bois et qui prolongeaient des maisons en bande et qui était un véritable travail d'insertion architecturale, mais aussi dans l'esprit du matériau bois, puisque le matériau bois s'étudie en cohérence avec un procédé de fabrication, ce qui conduit à une architecture plutôt calme, d'insertion, et qui répond parfaitement à la continuité attendue pour cette architecture contemporaine. Le deuxième projet, qui s'appelle le Pignon à Strasbourg, de Guillaume Porche et Olivier Perret, était un projet d'une sobriété absolue avec une forme géométrique très forte. Alors ce genre de projet qui est une parfaite insertion avec l'existant a quand même une force en lui-même de par sa forme de ferme finalement, et ils ont osé un pignon extrêmement visible avec un bardage très intéressant et une écriture architecturale très contemporaine. Et enfin le troisième prix, Manon Benezek et Mathis Lebas, qui est le Centre civique Mérican, ont fait un projet à nouveau d'insertion et de paysage dans un bâti existant d'un quartier de Toulouse. Ils ont décidé de couvrir une place en structure modulaire, et c'était également un projet qui va dans le sens du matériau bois et de la fabrication avec ce matériau. C'est-à-dire que tous ces étudiants ont non seulement créé des images, puisque aujourd'hui les écoles d'architecture prônent la créativité sur l'image, mais ils ont aussi mis la technique du bois au service de leur esthétique, et c'est pourquoi ce concours a été très réussi à mon sens. Merci Marie, désolée pour les aléas du direct, mais ça arrive. Donc vous restez avec nous Marie, car c'est l'heure de passer à la table ronde dont le thème est la ressource. De quel bois je conçois ?
quels sont les enjeux de la ressource bois en architecture, une grande thématique qui sera d'ailleurs le sujet du prochain concours de cette année, Archibois 2021. Le bois a de nombreux atouts, il est renouvelable, recyclable, léger, résistant, c'est aussi un excellent isolant thermique, mais il a aussi et surtout l'avantage de participer à la lutte contre l'effet de serre en séquestrant le carbone. À l'heure des enjeux climatiques, cela en fait un matériau de prédilection, notamment en architecture, car le marché est aujourd'hui porteur. Pour construire en bois, il est aussi important de bien connaître la ressource et les essences. On ne construit pas n'importe comment, avec n'importe quelles essences. Construire en bois, oui, mais avec quelles ressources, quels produits, comment, à quel coût, avec quel impact environnemental? Autant de questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette belle table ronde. Donc nous accueillons sur ce plateau Jean-François Dautre. Jean-François, vous êtes chercheur à l'INRA et spécialiste de la question de la ressource. Bienvenue. Merci. Marie Schweitzer, architecte charpentière, qu'on connaît déjà maintenant. Merci. Et toujours d'ailleurs. Jérôme Martinez, responsable de Bois de France. Christophe Aubertin, vous êtes architecte de Studio Lada. Et Marie Joriot, consultante générale France Bois 24. Vous êtes consultante en aménagement urbain et en construction post-carbone. Bonsoir. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent derrière leur écran, donc bonjour, que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct, live, et qu'on y répondra juste après. Je crois que ça a déjà même commencé. Donc vous avez accepté tous les intervenants de jouer le jeu de un thème, 3 minutes. C'est peu, mais assez pour commencer à évoquer votre rapport à la ressource bois. Jean-François Dautre, je vous laisse commencer. J'imagine que vous allez nous parler des 3 S du matériau bois qui vous est cher: séquestre, substitut et stock. Alors effectivement, la forêt, c'est un stock de carbone très important, à la fois dans les sols et dans la biomasse des arbres. C'est un stock qui aujourd'hui augmente en tendance parce que les forêts sont en partie jeunes en France, en métropole, et en partie sous-exploitées. Donc il y a une séquestration, une augmentation du stock dans les forêts. Et puis enfin, les forêts, lorsqu'elles sont exploitées, permettent par l'usage du bois, en substitution d'autres matériaux plus énergivores, plus émetteurs dans leur processus de production et de mise en œuvre, d'économiser des émissions de carbone vers l'atmosphère. Dans ce sens, le bois offre des bénéfices de substitution. Très bien, merci pour les 3 minutes. Jérôme Martinez, vous allez nous faire un point sur les Bois de France et la marque qui en découle? Oui, alors j'ai quelques diapos normalement à vous présenter. La marque Bois de France, en fait déjà c'est une marque qui vient d'être créée, qui est extrêmement récente, qui a été présentée fin 2019 au salon Batimat. Et donc l'année 2020, c'est vraiment l'année de la concrétisation, on va dire, de cette marque d'origine. On a validé un premier référentiel, c'est-à-dire un cahier des charges pour savoir comment la marque allait fonctionner, parce qu'on souhaite sur la marque Bois de France d'apporter une véritable garantie sur donc 2 éléments. Le fait que le bois est transformé en France, ça c'est du Made in France, on va dire classique, mais surtout aussi que le bois a été sourcé dans les forêts françaises. Et ça c'est intéressant, et c'est l'origine même de la marque Bois de France, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas d'autres démarches qui permettaient d'allier et cette notion de sourcing et cette notion de transformation française. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui ça permet du coup d'afficher un label sur les produits bois pour permettre à l'utilisateur final, que ce soit un constructeur mais que ce soit aussi un particulier dans sa grande surface de bricolage, d'avoir une consommation responsable du bois, notamment du coup en portant une attention à la forêt française, aux entreprises françaises, aux savoir-faire locaux. Et donc on a mis en place toute une chaîne de traçabilité du bois de France, depuis la forêt jusqu'au... Alors je ne sais pas si vous pouvez passer la diapo suivante. Voilà, je disais que voilà, c'est une marque d'origine donc sur les bois issus des forêts françaises et transformés en France. C'est une idée des professionnels, ça c'est important aussi de le noter, hein, c'est eux-mêmes qui ont souhaité donc mettre en avant leurs produits, et ça a été conçu vraiment pour être un outil donc pour ces professionnels et pour les consommateurs. Et sur la diapo suivante, j'en étais là, c'est de vous expliquer qu'on a mis en place toute une traçabilité du coup pour pouvoir assurer sur le produit fini que c'est bien un bois qui vient des forêts françaises, avec un référentiel adapté
aux professionnels. Enfin voilà, tout ça a été rédigé et validé en 2020 et est aujourd'hui pleinement opérationnel. Et sur la diapo suivante, je faisais un clin d'œil sur finalement aussi l'intégration de cette démarche et du coup de la filière bois dans les attentes sociétales actuelles. Aujourd'hui, qui ne connaît pas le slip français, hein, on connaît tous cette marque maintenant qui s'est développée très rapidement et ça marche hein, d'ailleurs, quand on voit leur chiffre d'affaires, ils se développent énormément. Et ben, essayons de faire de la même avec Bois de France. On voit qu'il y a déjà beaucoup de demandes dans le secteur de la construction, y compris la construction publique. On sait qu'il y a une attente aussi des particuliers, donc faisons en sorte dans les prochains mois, dans les prochaines années, que la filière bois puisse avoir la même destinée que le slip français. Pourquoi pas, ça serait plutôt pas mal. Et je terminais sur la diapo suivante, sur toutes les valeurs que souhaite porter la marque Bois de France, comme je le disais, donc du bois issu de forêt, donc géré durablement, hein, parce qu'en France, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la table ronde, mais on a une forêt qui est plutôt bien gérée, des emplois locaux, des entreprises locales, et donc une consommation responsable du bois de France. Donc une belle traçabilité du bois, savoir quel bois on utilise, et en espérant qu'il ait une aura aussi importante que celle de France. On espère. Christophe Aubertin, vous prenez une approche très locale de la construction. Vous avez quelques très beaux exemples à la clé à nous montrer. Je vous laisse. Bonjour, donc moi je suis architecte à Nancy et donc on travaille en effet sur cette question d'une connaissance fine du territoire. Pour le moment on est surtout sur la Lorraine et comment faire en fonction des ressources locales qu'est l'architecture produire. Donc nos ressources, diapo suivante, c'est beaucoup la pierre et le bois. Par exemple, on avait eu ce petit préau en bois dans une forêt où on avait dû concevoir avec un bois qui existait, issu de la tempête, des stocks de planches, du bois local, hein, de l'épicéa et du pin, et on avait donc conçu une charpente singulière qui fait écho à cette ressource. Diapositive suivante, voilà, ça c'est d'autres projets récemment livrés, c'est dans un cœur de village, dans les Vosges, où là aussi on travaille encore une fois avec la pierre, moellon, pierre de taille, mais aussi le bois sous ses diverses formes, du bois de structure, du bois de platelage, et là c'est beaucoup du Douglas que nous avions utilisé, du Douglas des Vosges pour structure et bardage. Ensuite, sur les suivantes, là c'était dans la Meuse, où là sur ce bâtiment on avait travaillé donc aussi en intérieur sur des charpentes en épicéa donc de Lorraine, des Vosges, quelques éléments en frêne aussi sur du mobilier, parce qu'il y a du frêne, du feuillu dans la Meuse. Et ensuite, diapositive suivante, ça c'est encore un autre projet qui était dans le secteur de Metz. C'est une grande halle multi-usage où nous avions travaillé sur un mixte avec un lamellé collé de Douglas de chez Matisse. Et on a mixé avec un bois de la commune fourni par la commune, et c'était du pin noir, un bois que je ne connaissais pas mais qui était une ressource abondante, et on avait donc fait tous les platelages en pin noir, brut de sciage, de cette manière. Donc on découvre les potentiels des ressources. Ensuite, d'autres projets comme celui-ci, encore pierre-bois, c'est une mixité qui nous intéresse. Un office de tourisme avec du grès rose des Vosges en extérieur, et à l'intérieur, sur la diapositive suivante, on voit donc un aménagement qui là, à l'inverse, est tout bois. Et sur un aménagement classique de ce type, on s'aperçoit que les bois, on avait 5 fournisseurs, 5 scieries qui en fait naturellement, un avait fourni le parquet chêne, l'autre avait fourni la charpente épicéa, d'autres le bardage en mélèze, d'autres avaient fourni la volige, et donc on commence à se rendre compte que suivant la ressource établie sur un territoire historique, hein, parce qu'elles sont là depuis très longtemps, il y a des spécificités, il y a des choses à découvrir, à bien connaître pour bien répondre à tout ça. Ensuite, suite à ce projet, on avait voulu cartographier aussi ces ressources, et on avait fait ce premier travail de cartographie où on avait positionné ceux qui mettent en œuvre, les entreprises, mais aussi les scieries et les fournisseurs pierres. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permettait de voir ça. Et ensuite, donc ça c'est d'autres projets en cours. Par exemple, une structure non porteuse où là il est question peut-être de bois scolité. On est en train de travailler sur peut-être de l'épicéa scolité pour ce chevronnage. Ensuite, sur un autre projet, c'est la question du bois massif. Ça, c'est un gymnase. Alors,
on en parlera aussi, mais pour moi, le bois local, c'est aussi du bois peu transformé et du bois massif. Donc comment, nous, architectes, on apprend à dessiner dès les premiers coups de crayon des choses qui ne soient pas forcément en lamellé-collé, en CLT, mais aussi en bois massif, sur des petits éléments, mais qui permettent de faire de grandes choses. Donc ça, c'est aussi la thématique ici, sur ce gymnase. Ensuite, je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est un peu long, mais c'était comment on travaille avec ces notions de rustique qu'on ramène à une écriture contemporaine. Et ensuite, pour finir, c'est cette cartographie qu'on travaille avec l'association de la frugalité heureuse et créative. Là, c'est la Lorraine, et on repositionne tous les fournisseurs de pierre et de bois, que ce soit des scieries de feuillus, de résineux ou de mixtes, et on essaye de savoir ce qu'ils produisent. Donc on se fabrique des outils pour mieux connaître la ressource et mieux concevoir en fonction de cette ressource. Donc de belles réalisations et de très beaux outils qu'on peut exploiter et utiliser. Voilà, et l'idée c'est d'en faire vraiment des outils collaboratifs et en open source. Voilà. Super, merci. Marie Schweitzer, vous avez aussi de très belles réalisations à nous montrer. Oui. Enfin, je crois. On peut passer au suivant. Voilà. Eh bien, ça, c'est l'amphithéâtre du Collège Sainte-Clotilde dans le 12e arrondissement, qui est un amphithéâtre qui s'inscrit dans un site remarquable et entièrement paysager. C'est la cour de l'école du collège qui est composée de magnifiques arbres, et l'idée était que ce végétal se soulève pour créer cet amphithéâtre de 250 places en bois, qui est entièrement chauffé et ventilé par des puits climatiques, qui est fait pour le théâtre, pour la musique, pour les conférences, c'est-à-dire des programmes totalement antinomiques et sans un panneau acoustique, parce que la nature même de la dalle en bois, coupe-feu 1h30 et conçue sans une goutte de colle, permet d'avoir une acoustique parfaite. Et donc la texture des murs participe de cette acoustique et de l'esthétique d'ensemble, c'est-à-dire on mixte encore une fois la technique au service de l'esthétique. On peut passer à la suivante. Voilà cette greffe finalement sur le collège existant de la rue de Reuilly qui amène les élèves dans cet amphithéâtre dont la vue que vous voyez, c'est-à-dire cette grande paroi vitrée et le fond de scène, et les enfants peuvent utiliser le jardin zen comme décor pour leur représentation. Encore un visuel de cette composition qui se veut simple et sobre et dépouillée, à l'image du collège Sainte-Clotilde tel que cela était demandé. Un projet de bois, alors le bois est formidable parce qu'il permet le plus grand luxe et le plus grand dépouillement. Il faut savoir qu'au Japon, la maison du paysan est conçue exactement de la même façon que la maison de l'empereur. Ici, on se trouve dans un bâtiment de loft de luxe à Paris, 15e, vendu très très cher pour des gens qui ont les moyens. Chaque étage est composé d'un loft ou d'un duplex accessible par une coursive personnalisée, et tout est conçu en bois, même les cheminées, les jacuzzis, le mobilier, tout ça en épicéa français et peint avec des peintures à l'eau, garantie 10 ans. On peut passer. Voilà les nouvelles formes d'habiter dans ce bâtiment. C'est un esprit d'habiter, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté ces logements avaient déjà cette culture ou cette recherche de nouvelles formes d'habitation qui interdit les espaces résiduels et couloirs, mais qui met les pièces les unes avec les autres en contact de manière à ce qu'on puisse organiser l'espace un petit peu de manière modulaire. Et voilà le séjour. Alors là, on revient à la maison du pauvre, puisque c'est du logement très social à Montmorency, entièrement en bois. Et vous voyez que l'esprit de dépouillement, mais de qualité, reste le même que pour les bâtiments de luxe. Voilà encore
ce projet de logement social à Montmorency qui nous montre que derrière cette structure bois, nous pouvons y ajouter des panneaux de pierre et des panneaux d'enduit. Voilà. Merci Marie. Marie Joriot, c'est à vous. Je voulais vous expliquer un petit peu comment la maîtrise d'ouvrage et des collectivités peuvent favoriser le bois. Oui, alors effectivement, moi j'ai plutôt le point de vue des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre. De mon passé, j'étais aménageur pendant de nombreuses années et aujourd'hui, je suis à la fois consultante pour la filière bois et aussi engagée dans la formation et la sensibilisation à l'urgence écologique. Les deux sujets se mêlent assez bien, mais je ne rate pas une occasion de souligner la nécessité de s'engager vraiment dans une rupture par rapport à nos habitudes et le choix de la construction bois fait partie de cette rupture. Alors la question, ce dont je vais parler là, en essayant de tenir les 3 minutes, c'est une question qu'on entend souvent, oui mais est-ce qu'il y a assez de bois pour construire autant que ce qu'on nous annonce? Alors ce qu'on voit sur la slide suivante, je ne vais pas détailler les chiffres, si vous pouvez... voilà, on y reviendra. Aujourd'hui, on construit 6% des logements en bois et 14% des bâtiments non résidentiels en bois, donc on a quand même une bonne marge de manœuvre. Ce que la filière a annoncé récemment, c'est qu'à l'horizon 2030, elle envisageait de passer à 20-30% de construction bois, donc c'est pas non plus... Enfin, c'est à la fois une révolution et en même temps des chiffres qu'on peut relativiser. Et puis surtout, la question, c'est quoi construire en bois? Parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans vos projets. Évidemment, on est en mixité de matériaux, donc on n'est pas à 100% de bois sur la plupart des bâtiments, donc tout ça est à relativiser. Il faudrait parler un petit peu plus fort, pour nous tous d'ailleurs. D'accord. Alors sur la slide suivante, on voit donc comment la construction bois progresse en France du point de vue des maîtres d'ouvrage, comment la commande progresse, comment on massifie. Ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'il y a des grands donneurs d'ordre publics qui ont affirmé la possibilité et le souhait de construire de plus en plus en bois. Donc, par exemple, les JO de Paris, et c'est comme ça qu'on a monté le projet France Bois 2024 avec la filière. C'est aussi en Ile-de-France, par exemple, FIBOIS, l'interprofession FIBOIS Ile-de-France, qui a monté son pacte bois biosourcé pour entraîner des maîtres d'ouvrage et des collectivités dans la construction bois. Donc ce sont 1,2 million de mètres carrés, par exemple, qui sont annoncés en Ile-de-France. C'est des chiffres qui sont modestes, en fait, par rapport à tout ce qu'on construit et qui s'appuient sur des labels pour banaliser aussi la construction bois. Sur la slide suivante, on voit des travaux qu'on fait par exemple avec Adivbois pour qui je travaille. C'est au stade de développement où on est, de réunir des outils et des retours d'expérience pour partager les bonnes pratiques et comment on fait pour prescrire le bois quand on est une collectivité ou un aménageur, comment on fait pour prescrire aussi du bois local, du bois français. Donc ça c'est un vade-mecum à l'usage des collectivités, des aménageurs que Adivbois va prochainement sortir et qui rassemble ces bonnes pratiques. Ça c'est la question de la massification. Et puis il y a la question de l'innovation qu'on voit sur la slide suivante, qui permet de faire progresser l'état de l'art et les pratiques. C'est aussi l'innovation sur la provenance du bois. Et ça passe plutôt par des appels à projets et des projets qui n'ont pas forcément vocation à se généraliser, mais qui font progresser toute la chaîne de conception et de production. J'ai mis l'exemple d'Adivbois, que je connais bien, des démonstrateurs de moyenne et grande hauteur, mais il y en a bien d'autres. Et puis, pour finir, je ne manquais jamais une occasion, donc je le fais, de rappeler que la rupture, pour s'engager vers une économie neutre en carbone à l'horizon 2050, comme notre stratégie nationale bas carbone le propose, c'est vraiment une révolution. Alors je rappelle ce qu'on devrait tous connaître par cœur, c'est comment se décompose l'empreinte carbone d'un Français moyen, aujourd'hui à peu près 12 tonnes par habitant. En 2050, il faudrait qu'on arrive à 2 tonnes, par 6. Alors le premier poste d'émission carbone, c'est les transports, notamment la voiture, ça, on le sait.
On entend souvent dire que le bâtiment, c'est 20% des émissions carbone en France. C'est pas vrai. Ce qu'on voit sur le graphique, c'est que 20% des émissions carbone, c'est le secteur du logement, c'est-à-dire en majorité ce que les logements existants émettent pour se chauffer. Et puis la construction, c'est à peu près 5 à 7% du bilan carbone en France. Alors c'est considérable, mais c'est important d'avoir quand même ces ordres de grandeur en tête. Et si vous voyez sur le graphique, le tout petit rectangle rouge en bas de la barre logement, c'est l'objectif à 2050. Et donc on voit bien qu'on peut construire en bois et réduire le bilan carbone de la construction neuve, mais qu'il faut surtout agir sur l'existant. Et qu'en fait, il faudrait aussi agir sur les usages et la quantité, c'est-à-dire construire moins. C'est un sujet de débat du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Mais si on veut respecter ces objectifs, on voit bien qu'on n'a pas le choix. Et la construction bois, pour ça, elle est super parce qu'elle se prête effectivement très bien aux extensions, aux réhabilitations, de par sa modularité, sa légèreté, etc. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci Marie. Construire moins, mais construire mieux aussi. Exactement. Vous me faites une super transition parce que la première question, c'est pourquoi construire en bois aujourd'hui et quelles sont les perspectives de la construction de bois? Jean-François D'autre, je vous laisse peut-être commencer. Pourquoi construire en bois? Mais d'abord parce que... Si vous voulez parler un peu plus fort, je crois que Oui. j'ai du mal à comprendre. Je réponds avec un point de vue de forestier, ce que je suis. De construire bois, c'est vertueux vis-à-vis du climat. C'est pas seulement vertueux à travers les propriétés du matériau, c'est aussi vertueux en soi pour une bonne gestion du bilan de carbone de nos forêts, pour la protection des enjeux correspondants vis-à-vis des risques climatiques, et en particulier pour éviter que nos forêts, qui actuellement sont très riches dans tous les services qu'elles rendent, se retrouvent fragilisées par l'accumulation de grandes crises qui sont attendues dans le cadre du changement climatique. Et pour la prévention de ces risques, un des leviers très importants, c'est de remettre en gestion les forêts qui actuellement sont peu ou pas gérées, qui se fragilisent en accumulant du bois, de la biomasse sur pied, qui se fragilisent vis-à-vis des différents risques qui sont à l'horizon, que ce soit les crises d'après-sécheresse, les tempêtes qui restent un risque pas forcément en tendance mais néanmoins préoccupant, les gradations d'insectes ravageurs, on voit bien l'exemple qu'a illustré tout à l'heure, que vous avez illustré avec l'utilisation des bois scolités. Ça, ce sont des grands risques. Et puis également l'émergence de maladies liées à des champignons pathogènes qui aujourd'hui ont le potentiel de faire des dégâts très importants dans notre pays compte tenu de la richesse de la ressource forestière qu'on a. Donc prévenir ces grands risques, c'est un des enjeux majeurs d'une bonne gestion forestière durable. Et pour y arriver, c'est très important de renouveler les forêts à un rythme soutenu, ne pas les laisser trop vieillir, trop s'accumuler. C'est important de sécuriser l'actif carbone des forêts, de mon point de vue, en valorisant le bois qui s'y trouve, plutôt que de l'accumuler et de le maintenir exposé aux risques émergents. On reviendra sur la question climatique et les changements. Jérôme Martinez, pour vous, pourquoi construire en bois? Je crois que vous prenez une consommation responsable. Du coup, oui, forcément. Du coup, avec la marque Bois de France, c'est ce qu'on essaie de développer. On a la chance, là on vient de parler de gestion forestière, on a la chance en France d'avoir une forêt qui est plutôt bien gérée dans l'ensemble. On a un code forestier, je me suis amusé à regarder ça pour aujourd'hui, qui a déjà bientôt 700 ans. Et donc ça fait 700 ans qu'on a une réglementation qui régit notre façon de gérer la forêt. Et l'un des premiers articles, c'est justement de dire que le code forestier est là pour faire en sorte que son propriétaire gère durablement la forêt au niveau biologique et pour fournir la société en bois. Donc on est bien là dans cette perspective-là, et aujourd'hui construire en bois, utiliser le plus de bois possible dans la construction, ça va dans ce sens-là, ça va dans le sens d'une gestion dynamique de la forêt, d'une forêt qui du coup peut-être sera plus résiliente aussi au changement climatique, et surtout une construction qui est en effet beaucoup plus durable, beaucoup plus agréable. Il y a des études aujourd'hui qui démontrent que notamment il y a des effets sur la santé, d'être en présence du bois, ça permet de baisser la tension artérienne, de lutter contre le stress. Donc je pense qu'aujourd'hui on en a tous un petit peu besoin, donc c'est intéressant aussi.
Ça réduit l'impact carbone, on en a parlé. Donc aujourd'hui, oui, construisons en bois, et on voit bien que l'avenir, a priori, commence à nous donner raison, avec l'arrivée de la RE 2020, avec l'arrivée, avec les objectifs qu'on s'est fixés dans les COP21 ou dans d'autres instances comme celle-ci. Donc oui, construisons en bois le plus possible. Marie Schweizer. Alors pourquoi construire en bois ? Parce que le bois a une puissance d'expression secrète qui, si elle est décelée par l'architecte, permet une multitude de propositions. Le bois, il remplit toutes les cases. Un bâtiment peut être entièrement en bois. Il fait la structure, il fait le toit, il fait la vêture, il fait le bardage, il fait le mobilier, il fait la cheminée, il fait les fenêtres. Quel autre matériau fait tout ça ? Ni le béton, ni la brique, etc. Donc le bois permet, dans une démarche écologique, d'éviter la compilation que nous avons quand nous ne construisons pas en bois, et qui certes représente des bâtiments magnifiques également, mais le bois, lui, peut être un tout homogène. Ensuite, le bois, dans son expression secrète, a toute une étendue de façonnage absolument illimitée. Il se ponce, il se colle, il se cloue, il se scie, il se tord, il se courbe avec les dérivés du bois, comme les lattés, les contreplaqués. Il se courbe au point que le premier avion en bois de 1945 était un bombardier britannique et qui volait à 10 000 mètres d'altitude, était entièrement en bois et n'était pas détecté par les radars grâce aux matériaux bois. Et donc, il était entièrement... Comment ? Vous allez donner des idées. Mais pour vous dire que donc c'est un matériau qui remplit toutes les cases, mais surtout il rend intelligent. C'est-à-dire que quand on conçoit en bois, on est obligé, nous, concepteurs et ingénieurs et spécialistes, d'anticiper la construction, le choix de l'essence, la coupe, pour que le bâtiment soit pérenne. Et ça nous oblige à respecter en amont toute une étude scientifique et esthétique qui oblige à mettre beaucoup de matière grise, car quand le bois arrive pour être conçu et monté sur chantier, il n'y a pas d'erreur possible. Ça veut dire repenser les territoires, repenser les bâtiments, et ne plus travailler comme de la compilation ou faire des cages à poules en bois, mais travailler avec tout le sens et le savoir-faire. Prenons un exemple. On va parler de ressources. Où va-t-on chercher le bois ? Bon, alors, moi, quand je veux faire une toiture en tuiles bois, ce qui s'appelle donc les tavaillons, on va chercher des lots de cèdre. Le cèdre, c'est imputrescible. Bon, ça, c'est très bien. Mais on peut aller plus loin. Selon que le bois est coupé, que la bille du bois est coupée, par exemple, en tangentielle, on aura une planche qui sera ramagée. Donc c'est très joli comme effet esthétique. Si on le coupe en perpendiculaire, on aura les cernes apparentes. Toute cette esthétique qui est mise, toute cette richesse qui est offerte au concepteur, nous permet d'avoir une réponse extrêmement varié, et c'est pour cela que le bois est un matériau d'avenir, parce qu'il va permettre un développement illimité de la conception architecturale des territoires, parce qu'en même temps, quand on voit beaucoup des quartiers aujourd'hui, mais quand on pense bois, on pense aussi densité. Et ça va avec cette histoire de ressources, parce que, si j'ai encore 1 minute pour parler de ça, on voit beaucoup d'écoquartiers aujourd'hui, mais dans ces écoquartiers, il faut mettre des maisons individuelles, des maisons R+2, R+3. Et en fait, toute la partie, les terres fertiles pour faire pousser la forêt dans ces écoquartiers, est aux prises à cette tendance française à disséminer le territoire de petites maisons individuelles. Tandis que si on densifie un petit peu, qu'on monte à R+4, R+5, on libère un espace de forêt pour les enfants, pour les jeux. Donc le bois, ça va très loin dans l'esprit et les politiques d'aménagement du territoire également. Voilà pourquoi le bois me paraît une bonne impulsion pour penser le XXIe siècle. Merci Marie-Christophe et Marie, vous voulez un peu compléter, Christophe, pour votre approche aussi architecturale, et puis Marie par rapport au cage à poules, par rapport à tous ces écoquartiers et par rapport à la mixité des matériaux aussi.
Oui, alors moi je rejoins tout ce que vous avez dit. Je voulais pas parler d'architecture, mais peut-être aussi parler de l'intérêt en termes de tissu économique. Le tissu économique qui existe autour de la filière qui peut être un tissu aussi à aborder à deux échelles. Je pense que le maintien aussi du tissu existant, qui est un tissu disséminé sur le territoire, dans des zones rurales, dans des petits villages qui ont du travail répartis, les forestiers, les scieurs, les charpentiers, les menuisiers qui sont établis. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à maintenir tout ça, et tout en conciliant ça avec l'autre vitesse. On voit qu'il y aura des besoins énormes, mais il y aura besoin aussi quelque part d'industrialiser la filière bois, mais j'espère qu'en France on réussira à faire les deux et à maintenir les deux, et je pense que ce maintien de ce tissu qui est là, on n'a pas besoin de le créer, il existe, il faut apprendre à le connaître et à le sauver, et comme tu le disais Marie aussi, ce savoir-faire traditionnel, sans réinspirer, essayer de le remettre à jour, pas seulement réinventer de nouveaux produits, mais aller rechercher aussi les produits qui existaient et travailler avec cette connaissance, cette culture qui est la culture française. Revoir nos traditions. Ouais, voilà. Marie ? Oui, je dirais deux choses. Je rebondirais sur ce qui a été dit. Construire en bois, j'aime beaucoup cette expression, ça rend intelligent, mais effectivement, ça demande de la finesse à tous les stades d'approche. Et c'est résilient, ça peut donner plus de résilience au territoire de construire en bois, puisqu'effectivement, ça sert à tout, le bois, ça peut servir à tout, et c'est disponible localement dans pas mal de régions françaises. Donc effectivement, il va falloir industrialiser des matériaux financiers, mais pas que, ou en tout cas, on peut le faire intelligemment. Et le deuxième aspect, ce que disait M. Dauth, c'est que on se dit qu'on va être neutre en carbone en 2050. Il n'y a pas de baguette magique, n'importe laquelle de nos actions, de nos productions a un impact carbone, même si on électrifie tout, même si notre électricité est complètement décarbonée. Dans une petite cuillère, il y a forcément du carbone. Donc il faut stocker nos émissions résiduelles, et on n'a quand même pas trouvé pour l'instant grand-chose de mieux que le bois pour le faire. Les forêts, elles continueront à stocker du bois si elles sont gérées, c'est ce que vous disiez. Donc, super, vous me faites encore ma transition à la prochaine question, super. Donc pour beaucoup de Français, encore couper du bois revient à déforester. Et on parle en France de forêt bien gérée, Jean-François Dauth, vous l'avez aussi parlé, de replantation. Qu'en est-il concrètement ? Je laisse peut-être Jean-François Dauth et Jérôme Martinez répondre à cette question, et puis je pense qu'après nous aurons un petit peu à débattre sur ce sujet. Jean-François Dauth, je vous laisse répondre. Oui, c'est une confusion qui est assez fréquente. Les forêts en France, effectivement, leur gestion elle est très encadrée réglementairement par des principes qui sont européens, même au-delà de notre pays. Des principes de bonne gestion dont l'acte essentiel, c'est le renouvellement. C'est-à-dire, périodiquement, quand chaque parcelle arrive à sa maturité, il est important de la renouveler. Alors c'est important pas seulement pour éviter les risques, mais aussi pour favoriser l'évolution de la ressource génétique en place. Et dans certains cas, sa transformation. Et ça, c'est un enjeu qui est très très important dans le contexte actuel, parce que les ressources génétiques que nous avons, qui sont très diversifiées, ne seront pas forcément capables de s'adapter spontanément, complètement, aux nouveaux risques émergents. Et donc renouveler, ça participe de la flexibilité, de l'adaptation en continu de la ressource forestière. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cet impératif du renouvellement, il suppose d'être capable de planter des arbres. Les arbres sont capables de se disséminer spontanément, mais avec une vitesse qui va être très insuffisante par rapport à la rapidité du forçage climatique. Et donc il sera nécessaire que l'homme assiste la migration spontanée des arbres en déplaçant des populations, par exemple, des situations méridionales vers des sites plus au nord, et en allant chercher des ressources génétiques éventuellement dans d'autres pays, par exemple du pourtour méditerranéen ou d'autres continents où il y a des conditions biogéographiques très différentes de celles de l'Europe. Donc ça, c'est un enjeu qui est très important. Ça va supposer d'introduire de nouvelles provenances, de nouvelles essences qu'il va falloir qualifier sur le plan écologique, sur le plan climatique et sur le plan des technologiques également, du point de vue de leurs usages. On a déjà une idée des essences qui seront plantées ? Alors, il y a des projets de recherche en cours qui ont produit des propositions de nouvelles essences alternatives. Certaines sont déjà
font l'objet de références, c'est-à-dire qu'il y a des arboretums, des plantations comparatives qui permettent d'observer leur comportement dans nos conditions. Chaque introduction d'espèces est toujours une surprise, pas toujours en mal, parfois en bien, mais dans tous les cas c'est une surprise, parce que la nouvelle population, la nouvelle espèce rencontre un cortège écologique original par rapport à son site d'origine. Donc on a des références effectivement, mais il y a plein d'espèces pour lesquelles ces références sont assez faibles. Donc créer de nouveaux arboretums, créer de nouvelles plantations fait partie de la gestion durable des forêts aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'il y a des essences qui pourraient disparaître aussi? Alors on s'attend effectivement à des extinctions locales d'espèces. Malheureusement on commence déjà à l'observer, soit sous la pression d'insectes ravageurs par exemple, soit tout simplement par des phénomènes de claquage immédiat de pans de forêt pour certaines espèces. Ce sont des phénomènes qui sont très très dépendants de l'espèce justement et des conditions locales du sol et des précipitations par exemple. Mais en tout cas ce sont des phénomènes qui sont attendus et qui se réalisent beaucoup plus vite que ce que nous avions anticipé il y a une quinzaine d'années. Donc ça montre bien l'urgence qu'il y a à commencer dès maintenant l'adaptation des forêts au changement climatique, ce qui passe par le renouvellement, ne pas laisser trop vieillir les peuplements et utiliser très fortement la plantation pour le renouvellement. C'est je crois, un des motifs très importants derrière l'intérêt grandissant qu'il y a actuellement pour la plantation d'arbres. C'est pas seulement faire un beau geste écologique, c'est avoir pleinement conscience des enjeux technologiques et écologiques qu'il y a derrière le renouvellement des forêts. Merci pour votre témoignage, Jérôme. Oui, je pourrais compléter avec peut-être un point de vue plus grand public. C'est vrai qu'on voit souvent, on voit qu'il y a une attente sociétale envers la forêt et on voit régulièrement des gros titres, même dans des journaux nationaux maintenant, sur des actions qui paraissent contraires à la nature en forêt. Alors évidemment, il y a forcément, comme partout, certaines personnes qui font mal en forêt, ça peut arriver, mais il ne faut pas en faire une généralité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière qui sont mises sur ces cas-là, alors qu'en fait, quand vous discutez avec les forestiers, c'est des gens qui sont amoureux de leur forêt, qui sont amoureux des arbres et qui font tout pour les gérer le mieux possible. Et quand ils recourent à une plantation, c'est parce qu'il y en a besoin, parce qu'ils en ont pour les différentes raisons qu'on vient d'évoquer, et que c'est parfois nécessaire de devoir planter, de devoir couper, de devoir planter, notamment dans le cadre du changement climatique. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau général, au niveau global, la forêt, elle est déjà d'une part souvent renouvelée naturellement, et d'autre part, elle est quand même extrêmement bien gérée parce qu'on a des forestiers qui sont très attentifs à leur forêt, aux arbres, et qui s'adaptent en fonction de leur forêt, du sol, de la station, des essences en place, des maladies qui arrivent, des évolutions climatiques, etc. Donc, faisons un peu confiance aux forestiers pour gérer leur forêt. Vous avez aussi une expérience dans l'éco-certification, je pense que c'est aussi un gage de bois bien géré. Oui, je parlais tout à l'heure du code forestier qui est là et qui encadre la gestion forestière, mais en plus depuis une vingtaine d'années, on a l'éco-certification, donc soit PEFC qui est extrêmement développé en France, soit FSC, et qui permet d'avoir un niveau de gestion durable qui est encore un peu plus important que celui qui est imposé par la réglementation. Et qui là aussi peut se retrouver, parce qu'il y a une traçabilité, comme dans la marque Bois de France, il y a une traçabilité qui peut se retrouver sur les produits. Donc un consommateur aujourd'hui, déjà maintenant depuis quelques années, peut choisir justement d'utiliser un bois qui est issu d'une forêt gérée durablement, enfin en tout cas avec le niveau PEFC ou FSC, et puis on l'espère d'ici quelques mois pourra aussi choisir un bois qui est issu de forêt française, où là, même si c'est pas du bois certifié, il y a un niveau minimum de gestion forestière, parce qu'on l'a dit, en France, il y a une réglementation qui est... Pour vous, les deux maris, je crois aussi que c'est pas le bois à tout prix, j'essaie de faire un jeu de mots quand même, mais il est aussi parfois question d'épuisement de la ressource et des sols, notamment sur la longue durée, comme un peu l'a expliqué Jean-François D'autre, et d'adaptation des essences au changement climatique. Vous voulez en parler? Et puis Christophe, sur les bois scolytés aussi que vous utilisez. Peut-être moi je dirais juste que il y a quand même une question qui est importante et qui est difficile à aborder, c'est qu'aujourd'hui la construction moderne en bois, c'est la construction en résineux. Parce que ces techniques de construction moderne en bois, elles sont importées de pays où cette construction est traditionnelle et où les essences
sont les essences résineuses, plutôt les pays nordiques ou d'Amérique du Nord. En France, la forêt, c'est 2/3 de feuillus. Alors, on a des exemples, mais qui sont très peu représentatifs en termes de quantité de construction, avec des essences feuillues. Effectivement, de construire avec des bois, avec du bois massif et développer la construction en feuillus, ça serait important. C'est très compliqué. Il y a déjà des démonstrateurs. Il y a des démonstrateurs, mais d'un point de vue technique et économique, c'est un peu utopique. Mais ça me paraît être un enjeu très fort, et notamment avec les migrations climatiques. Alors ça, vous me direz peut-être, mais quand même l'impression que les résineux souffrent plus en France, en tout cas, ou en tout cas c'est plus visible que certains feuillus. Jean-François Dott, vous voulez répondre? Alors c'est pas le cas vraiment. Disons, il y a certaines crises qui sont effectivement très visibles, comme celle de l'épicéa actuellement en Europe. J'ai regardé ça en détail il y a peu de temps. Pour l'instant, c'est pas visible. C'est-à-dire les espèces au niveau national qui sont les plus affectées par la mortalité naturelle, c'est le châtaignier, par exemple. Donc, pour l'instant, la distinction feuillu résineux n'est pas très nette de ce point de vue. La réaction des espèces, elle est très très spécifique, hein, dans le groupe des feuillus, par exemple, il y a des comportements très variés. Ce qui est clair, c'est que il y a des espèces qui sont en limite sud de leur aire de répartition, comme le pin sylvestre, par exemple. Donc on peut s'attendre à ce que là où nous, on se trouve dans la partie sud de l'aire de répartition, on va avoir des phénomènes d'extraction locale, on commence à les voir. Il y a des espèces aussi qui ont été introduites un peu en dehors de leur aire naturelle, ou qui sont spontanément en dehors de leur aire de préférence écologique. C'est le cas du hêtre en plaine, c'est le cas des plantations d'épicéa en plaine aussi. Donc là, on s'attend effectivement à une régression pour ces espèces-là. Par contre, il y a d'autres solutions qui émergent. On sait qu'on a des résineux qui résistent bien à des climats avec de fortes sécheresses, et ils ne sont pas forcément déjà présents dans notre flore, mais certains le sont. Donc on sait qu'on a des solutions. On peut imaginer par exemple que le pin maritime des Landes va devenir une espèce qu'on va planter dans tout le bassin parisien, et puis jusque dans les Vosges par exemple. Donc tout le savoir-faire qu'on a dans le sud-ouest de la France peut se transposer. Sur la question du mix feuillus résineux, c'est vrai, en général, les facteurs de performance des résineux sont supérieurs à ceux des feuillus, ce qui fait que le bilan économique est beaucoup plus favorable pour les résineux. Ce n'est pas uniquement que le savoir-faire vient des pays scandinaves. Néanmoins, comme vous le dites, on a une ressource qui est aux 2/3 feuillus, donc c'est très important pour le pays, pour le bilan carbone de la forêt, d'arriver quand même à gérer ces deux composantes, sans trop affaiblir la composante résineuse, parce qu'elle a l'avantage d'utiliser les sols de manière très efficace, y compris sur le plan du carbone. Donc il ne faut pas faire la chasse aux résineux, c'est un mauvais procès, ça n'a pas de sens. Il faut être capable de bien gérer ces deux ressources de façon complémentaire, et peut-être en gérant mieux à l'échelle du paysage, par exemple, pour éviter les phénomènes de rejet qu'on peut constater dans la presse. Marie Chazer, Christophe Aubertin, vous voulez compléter répondre à la question assez rapidement? On peut passer au suivant. Oui, en effet, mais c'est vrai que les résineux, on les utilise effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup plus pour la structure et beaucoup plus fréquemment, alors qu'il n'y en a qu'un peu plus de 20% par rapport aux feuillus. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir envisager d'étendre les forêts de résineux, et pourquoi pas des plantations complémentaires. Les feuillus, certes, par exemple, prenons le chêne, il est très difficile à travailler, mais moi j'ai beaucoup d'espoir pour le châtaignier parce qu'il est facile à travailler, mais peut-être qu'il est moins résistant au niveau structure. Et puis, faire pousser l'épicéa dans les plaines, c'est bien, mais moi j'aime bien l'épicéa de montagne, de haute montagne, parce que les veines sont plus solides, évidemment, c'est plus résistant. Et donc, je vais souvent demander aux entreprises où elles se fournissent, et je demande si elles sont le plus haut possible. Évidemment, ça c'est un sujet, on prend souvent pour... Mais c'est quand même vrai. Plus on monte dans la montagne, plus les bois sont de grande qualité. Donc il y a toute cette... Mais en tout cas, il n'y a même pas de débat, il faut utiliser, libérer des sols fertiles pour planter des forêts. Faire comme Napoléon et arrêter de polluer le paysage avec de la construction, construire en hauteur et libérer des espaces de forêt. Christophe Aubertin, vous utilisez même du bois de qualité? Oui, alors
Ça, c'est plutôt anecdotique et on est en train de vérifier parce que, en fait, on a cette envie et puis concrètement, quand on questionne les entreprises, elles se retournent vers les scieries. En fait, les bois scolytés, ils sont déjà partis parce qu'il y a donc des circuits qui sont mis en place. Il y avait de telles masses qui partent à l'export ou vers le sud et finalement, il n'y a pas vraiment de bois scolyté. Donc on va voir un peu ce que ça va donner cette expérience. Mais par contre, sur la question des résineux, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 100%, on travaille quasiment que en résineux dans le bâtiment. Pour des questions de prix, parce que le résineux est beaucoup moins cher, il pousse plus vite, voilà, à part pour le parquet et l'ameublement. Et ça me questionne quand même, parce que quelque part, quand on se promène dans une forêt, on se rend compte que les forêts de feuillus sont quand même beaucoup plus agréables. Enfin, ça m'intéresserait d'en discuter, vous dites de ne pas faire le procès des résineux, mais j'entends souvent dire que les forêts de résineux acidifient les sols. C'est vrai qu'on a moins de biodiversité dans une forêt de résineux, on a moins de qualité, et quelque part, on essaye, on dit autour de nous, essayons, nous architectes, d'introduire plus de feuillus dans nos bâtiments pour un peu booster les forêts de feuillus. Et ça veut dire aussi concevoir différemment dès les premiers coups de crayon. Utiliser du feuillu, c'est souvent des fois en bardage, en parement. Je pense que c'est des bons usages en hêtre, en chêne, en frêne. Et ça veut dire souvent sur des courtes sections, des courtes longueurs, des petites sections. Et voilà, c'est une manière de dessiner. D'ailleurs, ça rejoint peut-être aussi les objectifs du concours de Archibois. Construire avec la ressource française, c'est peut-être aussi apprendre à dessiner avec des éléments plus petits. Mais voilà. Je voudrais quand même apporter une précision sur ce débat feuillu résineux, parce que en fait, on parle beaucoup des surfaces. Et en effet, en France, il y a 2 tiers de feuillu, 1 tiers de résineux. Mais comme on l'a dit, le résineux, d'une part, pousse plus vite. Et puis, de toute façon, ce qu'on va utiliser dans les bâtiments, c'est pas une surface de forêt, c'est un volume de bois. Et donc, quand on regarde, alors du coup, j'ai pris un petit peu les chiffres, je les ai pas en tête par cœur, mais quand on regarde la forêt française, 2 tiers de feuillus, 1 tiers de résineux, quand on regarde dans la récolte, en fait, déjà la récolte, c'est moitié-moitié. C'est moitié feuillu, moitié résineux. Quand on regarde le bois d'œuvre, celui qu'on va utiliser du coup principalement dans le bâtiment, c'est même 3/4 de bois d'œuvre résineux dans la récolte pour 1/4 de bois d'œuvre feuillu. Parce que, vous voyez bien, entre un arbre feuillu, un chêne et puis un sapin ou un épicéa, la quantité de bois d'œuvre est beaucoup plus importante dans un résineux que dans un feuillu où on va vite tomber dans des bois d'industrie, des bois énergie. Et dans les sillages, après, voilà, ça c'est dû plus là au tissu industriel que l'on a, on monte à 84% de sillage résineux pour 16% de sillage feuillu. Et donc aujourd'hui, quand on parle de consommation de bois résineux dans la construction, on parle de volume de bois. Et le volume de bois aujourd'hui de la production française, il est dans le résineux. Il ne faut quand même pas se tromper de débat. En fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de feuillu, loin de là. Développons l'utilisation du feuillu, développons l'utilisation de tous les bois, il n'y a aucun problème, mais ne faisons pas le procès en effet du résineux par rapport au feuillu, parce que finalement notre forêt française, elle est productive aussi en résineux. C'est rassurant ce que tu dis, ça veut dire que cet équilibre de forêt 2 tiers feuillu, 1 tiers résineux, c'est compatible avec l'usage qu'on en fait aujourd'hui. On utilise beaucoup de résineux en fait dans le bâtiment. Bien sûr. Donc on peut peut-être augmenter légèrement la part du feuillu, mais le fait qu'il y ait toujours une grande majorité de résineux, c'est équilibré et ça nous permet de maintenir les forêts. C'est ça. En fait, voilà, il ne faut pas avoir un point de vue trop manichéen finalement sur ce sujet-là. Développons toutes les essences, mais y compris le résineux. On va enchaîner vite fait sur la suite, puisqu'il y a pas mal de questions sur le chat qui défilent. Juste, qu'en est-il donc de la ressource française et des produits bois en quantité et en qualité? Jean-François, toi, je vous laisse commencer. Donc, on essaye d'être assez bref pour ensuite pouvoir répondre à toutes les questions qui défilent. Actuellement, on exploite en France à peu près 50 millions de mètres cubes par an, ce qui représente la moitié de l'accroissement naturel des forêts. C'est comme si on consommait que la moitié des intérêts d'un capital. On pourrait, en respectant les principes de gestion durable, quasiment doubler le niveau de récolte actuel sans mettre en péril la durabilité des écosystèmes, le bon fonctionnement des sols et la biodiversité. Et donc ça représente quand même un levier important.
Ce qui est compliqué dans un tel doublement, c'est pas tellement la durabilité écologique des écosystèmes, c'est plutôt est-ce qu'on est capable logistiquement, pratiquement, économiquement de faire une transition aussi forte en un temps relativement bref, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt les conditions socio-économiques et technologiques et logistiques de ces transitions qui sont pour l'instant pas réunies, quoi. Même si c'est affiché comme un objectif dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Tout à fait. Jérôme Martinez, vous voulez... Oui, avec l'arrivée de la RE 2020, il y a régulièrement des questions justement sur ce sujet-là. Est-ce que la forêt française va suivre, va être en capacité de répondre à cette nouvelle demande en construction bois, et parce que espérons que justement cette réglementation banalise un peu plus la construction, le bois dans la construction. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en effet on est très loin du plafond, mais on peut presque doubler la production forestière en France. Quand on regarde, la RE 2020, elle s'applique sur les bâtiments neufs. Ça déjà, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va doubler le bois dans la construction neuve qu'on va doubler la consommation de bois dans la forêt française. Parce qu'en fait, la forêt française, le bois qu'on exploite aujourd'hui, d'une part, il est utilisé en énergie, d'autre part en bois d'industrie pour faire du papier, aussi du panneau qu'on va potentiellement retrouver dans le bâtiment. Et puis, dans le bâtiment, il y a beaucoup de réhabilitation, de rénovation, etc. Et ça, c'est déjà une grosse partie du bois qu'on consomme dans ces chantiers-là. Or, la RE 2020, c'est que sur la construction neuve. Donc même si on triple, on quadruple, on multiplie par 5 ou par 6 le bois dans la construction neuve, on ne va pas multiplier par 5 ou par 6 le besoin en bois. Pour l'instant, la RE 2020 que du neuf, pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Et puis les paliers sont très progressifs. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas commencer avant d'avoir démarré à se limiter. Si on se limite déjà aujourd'hui, on n'atteindra pas les objectifs. Il faut donner toute sa chance à la construction bois. On a la chance en France d'avoir un certain nombre d'organismes de recherche, comme l'INRA, mais aussi de suivi de la forêt. On a l'inventaire forestier national. Aujourd'hui, c'est un service de l'IGN qui suit chaque année par inventaire la forêt française. Donc on a la chance d'avoir cet organisme qui, si jamais, et c'est grâce à lui qu'on a toutes ces données d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on sait que le stock en forêt, il a augmenté de quasiment 50% en 35 ans. C'est énorme. C'est grâce à lui qu'on sait tout ça et c'est cet organisme qui pourra nous dire si un jour on commence à flirter avec la récolte maximum. Ils sauront nous le dire. Pour vous, en tant qu'architecte, quelles essences utilisez-vous? Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité, de la quantité? Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes? Assez brièvement, je suis désolée pour le temps qui nous est imparti. Eh bien oui, moi pour la structure, j'utilise l'épicéa, effectivement, aussi du pin sylvestre, toujours pour la structure. Pour le bardage, le mélèze, alors c'est vrai, encore une fois, que le mélèze de Russie est plus dense par le froid et donc de meilleure qualité, mais effectivement plus meilleure qualité que le mélèze français. Bon, j'utilise un bois que j'adore, qui était le pin d'Oregon, qui est le pin Douglas, qu'on trouve en Bretagne d'ailleurs, pour les frises, les bardages, beaucoup les faux plafonds. Mais j'aime aussi des essences qui viennent de loin, comme le Nyangon, qui est un feuillu, qui était un bois absolument extraordinaire. Je rêve qu'on puisse en planter en France. Alors, évidemment, je ne peux pas l'utiliser beaucoup. Oui, mais c'est un bois extraordinaire. L'IP aussi, c'est un feuillu du Brésil qui est formidable, imputrescible. Alors, on en a en stock. Alors, parfois, pour certaines réalisations, j'ose dire, bon, si un stock, il est déjà arrivé, on a déjà pris l'avion pour l'amener. Mais ce serait... Voilà, je suis très honnête, j'aime beaucoup le Nyangon, je l'utilise et je fais des clôtures en iroko aussi, qui sont formidables. J'ai essayé de trouver des équivalents et j'en ai trouvé par exemple pour le Nyangon en Asie avec le Mengkulang, des équivalents incroyables d'ailleurs, mais je n'arrive pas à trouver en France cette équivalence dans tous ces bois. Mais en France, on a quand même 136 espèces, donc on peut très bien jouer avec toutes les espèces françaises et puis espérer que dans les futures plantations, on arrive à développer d'autres espèces ou les mines. Voilà. Et vous, Christophe? L'épicéa, pour les structures, c'est le grand dominant, la grande majorité en termes de volume.
Donc ça, clairement, on l'utilise beaucoup en structure. Le Douglas arrive de plus en plus. Les prix baissent sur le Douglas, il devient de plus en plus compétitif. Donc ça, il arrive en structure. Il était déjà bien présent donc en bardage. C'est souvent Douglas ou Mélèze. Et nous, en Lorraine, il s'avère que le Douglas, c'est plus facile à trouver localement. Donc c'est beaucoup Douglas. Et ensuite, chêne en parquet, le hêtre en bardage, on essaye. Et le frêne là en ce moment, nous on se rend compte, alors c'est peut-être très local, mais qu'il y a des ressources et il y a des prix corrects et on essaye de l'utiliser pas mal en parement intérieur. Et oui, la ressource est de qualité en France, mais les entreprises ont trop de facilité, se sont trop, mises dans des habitudes d'achat sur des filières de produits transformés, préfabriqués, des carrelets, lamellés collés pour faire des fenêtres qui viennent de l'étranger. Et aujourd'hui, c'est ça les habitudes. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que la ressource française est de mauvaise qualité, mais je pense que non. Et quand on interroge les scieries, on voit qu'il y a du bois sec, il y a du bois bien calibré. Mais c'est vrai qu'on ne construit pas non plus de la même manière avec du bois massif qu'avec des bois d'ingénierie, etc. C'est une autre approche aussi. C'est une autre approche, mais a priori, quand même, 90% des bâtiments ont des portées raisonnables, des portées de 4 ou 5 mètres, des structures raisonnables. Donc là, on peut utiliser du massif sans aucun problème. Pour vous, Marie Joriot, quelle est votre approche sur la ressource bois? Et puis on va aussi parler de l'organisation aussi, qui est une autre approche. Alors, moi je vois plutôt sous l'angle, pas du tout technique, mais de la demande qui émane des donneurs d'ordre, maître d'ouvrage ou collectivité, et de ce qu'on peut leur proposer pour y répondre. Effectivement, il y a une demande forte de certification d'origine, de gestion durable et de provenance locale aussi dans une idée de développement économique local, d'emploi non délocalisable, etc. Donc le développement de Bois de France ou de ces approches de traçabilité, elle est très importante, elle est assez balbutiante en fait sur la construction bois en France par rapport à ce qui a été fait dans l'alimentaire. On démarre finalement la traçabilité. Les labels WFC, ils sont exigés systématiquement et puis durée de vie certaine, mais c'est vrai que la combinaison avec la traçabilité locale, c'est quelque chose qui démarre dans le cadre du projet des Jeux Olympiques par exemple. La CEDIO exige 100% de bois issu de forêts certifiées FSC ou WFC et 30% de bois d'origine France. C'est pas beaucoup, hein. Les deux exigences sont combinées. À suivre. Marie, je vous garde pour vous demander justement qu'en est-il de la commande bois et quel rôle les politiques publiques locales peuvent jouer et accompagner cette dynamique. Alors c'est ce que j'évoquais très rapidement tout à l'heure. Il y a des métropoles et des aménageurs qui ont été un peu pilotes, qui sont connus, c'est Bordeaux, c'est les Bas-Marne, donc c'est soit appuyer sur une ressource locale, finalement à Bordeaux c'est quand même assez logique, puisque d'ailleurs ils ont développé la construction bois et des objectifs de construction bois. On est sur des quartiers à Bordeaux qui sont quasiment 100% en bois, en lien avec la production locale, ou par conviction écologique, c'était le cas à les Bas-Marne et Nicolas Ferrand qui est maintenant à la Solidéo, donc qui a poursuivi cet objectif. Et puis ce qu'on voit, c'est que de plus en plus les grandes collectivités, les plus petites d'ailleurs, prennent le pas avec chacune des expériences un peu diverses. C'est le cas de Nantes, c'est le cas de Rennes, enfin, il y en a de plus en plus, Strasbourg évidemment. Et ça fait un peu tache d'huile en fait. Alors il y a des questions qui se posent à chaque étape sur comment on fait avec les marchés publics. C'est aussi beaucoup de questions organisationnelles en fait. C'est pas que des questions techniques et économiques, c'est comment on s'organise, comment on forme. Ça c'est des enjeux qui appellent des réponses d'autre nature que juste du développement technique ou de l'injection de...
Christophe et Marie, je crois que vous avez parfois du mal à imposer le bois local, enfin du bois tout court et puis du bois local dans les marchés publics. Comment vous faites? Et puis je crois que Jérôme, vous avez une solution. En cours. Je rejoins ce que dit Marie, je rebondis un petit peu et puis je réponds à ta question. On pense à Épamarne par exemple, ces fameux écoquartiers. L'utilisation du bois, c'est pas de dire j'en utilise 30% français pour les JO, j'en utilise et puis voilà, 1 mètre cube de bois égale 1 tonne de CO2 absorbée, super, voilà, on aura utilisé du bois. C'est aussi concevoir des programmes de ZAC, des programmes territoriaux qui se disent on va prendre du bois, donc on va mettre forcément, comme je le disais tout à l'heure, une filière industrielle localisée, c'est-à-dire personnalisée en fonction du projet. Et donc on va essayer de densifier la construction bois pour libérer des espaces extérieurs. C'est-à-dire que ça rentre dans une pensée globale, parce que si c'est pour refaire de la gesticulation de maisons R+1, R+2 pour animer le site et utiliser toute la terre fertile, on est en contradiction totale. Certes, on est content, on aura 350 tonnes de CO2 absorbées, mais on n'aura pas libéré le territoire de sa terre fertile. Et donc, on ne sera pas du tout dans la démarche écologique. Or, le bois, ce qui est intéressant, c'est que quand on crée des projets de ZAC et de grands programmes, comme les JO, on propose des schémas semi-industriels, c'est-à-dire qu'on adapte les machines, etc., à la conception, au volume de bois, mais aussi à la forme, au nombre de dalles, au nombre de fenêtres, etc. Donc, on met en place une filière industrielle ou semi-industrielle et qui va dans le sens de l'optimisation de cette construction par rapport au territoire. Et donc ça, c'est très important. Donc pour revenir à ta question, je te laisse Christophe répondre. Du coup. Nous, on pratique beaucoup les marchés publics. Et donc il y a, beaucoup le savent, cette question de libre concurrence qui interdit d'imposer un bois d'un secteur géographique. Et pourtant, on est beaucoup à penser que c'est primordial de raccourcir les filières. Et donc, une des choses qu'on met en place, c'est de s'appuyer sur le bilan carbone de l'approvisionnement de ces matériaux et d'en faire un critère important dans les points, et ce qui permet de faire passer une entreprise qui assure une filière plus courte. Voilà, ça c'est des solutions qu'on met en œuvre, et puis aussi on essaye de trouver des solutions en bois plus local, qui soient simples et qui soient économiquement au même prix qu'une autre solution finalement plus classique. C'est tout un challenge, et ce qui permet de rediscuter avec l'entreprise ensuite sur le chantier, de trouver, d'ajuster, de l'inciter à se fournir plus localement. Voilà. Jérôme, vous avez une solution en cours? Alors oui, elle est en cours. C'est vrai que le Code des marchés publics, justement, il nous bloque sur cet aspect-là. Alors, dans la marque Bois de France, si on souhaite justement développer l'utilisation de bois français, il fallait réfléchir à ça. Donc, on est en cours de réflexion avec un cabinet juridique et justement, le bilan carbone, les ACV, ce sont des sujets sur lesquels on travaille pour justement, et d'autres, notamment la traçabilité qu'on demande dans la marque Bois de France, pour avoir tout un chapelet d'exigences qu'on pourra inscrire dans les marchés publics, qui seront conformes aux marchés publics, alors sans jamais finalement citer vraiment la localisation du bois, parce que ça c'est en effet l'aspect interdit, mais voilà, un ensemble d'exigences qui permettra d'orienter les réponses vers du bois local, du bois en tout cas au moins national, pour les maîtres d'ouvrage qui le souhaitent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui souhaitent aller vers ça, donc c'est important d'arriver à leur fournir une solution. Très bien, on a soulevé pas mal de questions lors de cette table ronde. On aurait voulu encore continuer encore longtemps, mais on ne peut pas pour des questions de temps. Vous aussi, internautes, vous nous avez suivis, vous nous avez pas mal déposé pas mal de questions. Donc la première, va-t-on vers des forêts entièrement artificielles? Le problème des résineux vient des monocultures en couple rase. Je pense que c'est pour vous, Jean-François Diouf. Oui, en fait, nos forêts en Europe, elles sont déjà très largement influencées par l'homme depuis des millénaires. Donc, quand on entretient la querelle de l'artificialisation, il
faut l'avoir en tête. Le châtaignier, il n'est pas venu tout seul. Nos belles forêts de chêne avec des fûts très, très beaux, très nets de nœuds sur 20 mètres, ils ne se sont pas fabriqués tout seuls. C'est parce que des forestiers travaillent dans ces parcelles depuis 200 ans à sélectionner, à trier, à garder les beaux, vigoureux et prometteurs. Donc il faut replacer la guerre actuelle aux forêts dites artificielles dans ce contexte-là. Toutes les forêts d'Europe ont été influencées par l'homme et la plupart des qualités actuelles qu'on leur trouve, même lorsqu'on les trouve naturelles, en fait sont fabriquées. Je ne dis pas par là qu'il faut faire n'importe quoi, mais effectivement les forestiers ne font pas n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a un enjeu très fort à façonner des forêts résilientes, et cette résilience, elle passe par une bonne gestion de la mosaïque des différentes parcelles. On sait qu'une forêt trop homogène sur de grandes surfaces, elle est vulnérable par rapport à la propagation de maladies émergentes, par exemple, ou d'insectes ravageurs. Je pense que dans ce sens, fabriquer des forêts résilientes, ça va supposer une gestion perfectionnée, encore plus pointue que ce qu'on a fait jusqu'ici. Et il ne faut pas se faire d'illusions, cette gestion très perfectionnée sera dans une grande mesure artificielle. Ça ne veut pas dire que ces forêts ne donneront pas une impression de nature lorsqu'on va les visiter. Donc il y a un vrai enjeu sur qu'est-ce qu'on attend comme nature et comme culture dans l'évolution des forêts. Ça, c'est un sujet social qui est très profond, que, à mon avis, il faut éviter d'aborder par la polémique et l'idéologie, mais par de la philosophie et des sciences humaines. Justement, en parlant d'insectes ravageurs et de parasites, une autre question, en important des essences, ne va-t-on pas importer aussi des parasites et des insectes ravageurs? Alors je dirais, c'est pas tellement par le canal des plantations d'espèces forestières que les problèmes arrivent en général, c'est plutôt par les jardineries et l'ornemental qui apportent des écosystèmes exogènes qui, eux, vont contaminer les ressources locales. Il va y avoir aussi le problème symétrique, c'est-à-dire les espèces introduites vont rencontrer les pathogènes qui sont présents chez nous. Donc ces différents phénomènes vont se combiner, mais lorsqu'on a réussi dans le passé des introductions d'espèces, à chaque fois on a pris des risques, parfois ça a été des échecs, parfois ça a marché, mais dans tous les cas, ce qui a été en jeu, c'est la rencontre de nouvelles populations de plantes, avec les écosystèmes qu'on avait chez nous. On n'a pas forcément à s'en plaindre, on mange aujourd'hui des pommes de terre, des tomates, des aubergines. C'était plutôt une bonne initiative, je crois, à l'origine. Je me permets de revenir juste sur la question de la monoculture de résine. Et il ne faut quand même pas oublier qu'on a parlé des réglementations et des éco-certifications. Aujourd'hui, en France, la gestion forestière, elle est basée sur de la multifonctionnalité. Donc aujourd'hui, un forestier, quand il gère sa forêt, il veut évidemment répondre aux besoins en bois, aux besoins de la société, et on en a besoin de papier, on a besoin de bois pour construire, mais il doit répondre aussi aux enjeux écologiques et aux enjeux sociaux. Et il doit mêler ces trois enjeux-là systématiquement. Et du coup, il faut regarder la forêt dans son ensemble. Évidemment qu'à certains endroits, on a, parce que le sol s'y prête, des plantations de résineux, avec des fois des faciès en effet qui sont moins agréables que des belles futaies cathédrales qu'on pourrait avoir en Normandie. Mais quand on regarde la forêt française dans son ensemble, sur ces 16 millions d'hectares, on a une forêt qui est extrêmement diversifiée. Et on a tendance toujours, ce que je disais tout à l'heure, à regarder, c'est valable pour plein d'autres sujets, à regarder que ce qui ne va pas et pas regarder l'ensemble de la forêt. Je pense qu'une autre question pour vous, un peu dans la polémique, PEFC, est-ce vraiment durable? Alors, bon, là, pour le coup, ça ne va pas forcément être à moi de répondre, mais aujourd'hui, pour connaître un petit peu les choses, mais je vois bien à quoi cette question fait référence, pour avoir connu le système PEFC depuis l'intérieur, aujourd'hui, c'est exactement ce que je disais juste à l'instant, c'est que aujourd'hui, vous n'avez aucun système qui est 100% fiable, et que quand quelqu'un veut absolument frauder un système, il peut. Maintenant, il faut regarder les choses dans leur ensemble et regarder ce qu'elles ont apporté. Aujourd'hui, le système PEFC, c'est une amélioration continue de la gestion forestière depuis une vingtaine d'années en France. Elle a apporté des réflexions, elle a apporté des améliorations, et on ne peut pas tout jeter par la fenêtre seulement parce qu'il y a eu un ou quelques mauvais exemples. La certification forestière PEFC, aujourd'hui, elle est gérée par des personnes qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire un système qui soit le plus fiable possible. Et il est, alors si c'est pas à 100%, il est fiable à 99%. Pour vous, Marie et Christophe, quels sont les inconvénients du bois dans l'architecture? Par exemple, l'hygrométrie du bâtiment, qui bouge avec le bois qui travaille?
Enfin, l'hygrométrie, je pense. Il n'y en a pas. Il y en a quand on ne sait pas le mettre en œuvre. C'est très simple. Le bois est ultra résistant, mais quand on sait le travailler. Évidemment, si on fait des erreurs, alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas droit à l'erreur. Donc il faut un savoir-faire de charpentier, d'artisan, de forestier, proche de la nature, ce qu'on oublie souvent. Et ce savoir-faire, on le met en œuvre et comme tu le disais, on le trouve aussi dans le savoir-faire des anciens. Vous avez des ouvrages, Vitru va rédiger des textes sur le bois qui sont très intéressants et qui nous apprennent plein de choses sur la façon dont on plante un arbre, quand on le coupe, quand on le taille, etc. Donc il n'y a pas de contrainte de construire en bois, il y a des contraintes quand on ne sait pas le mettre en œuvre. Il existe quand même des éléments où le bois est moins performant, par exemple la question de la thermique, où en thermique d'été, il y a moins d'inertie dans le bois, il y a moins de masse, donc souvent on cherche à mixer du coup des matériaux, ramener des matériaux à forte masse en intérieur, donc c'est cette question thermique. Il y a aussi les questions acoustiques qui reviennent souvent. Bon, moi, je ne fais pas beaucoup de logements collectifs, mais je sais que c'est une des grandes données, l'acoustique des planchers. Donc là, pareil, il y a des solutions mixtes qui sont en cours d'invention. Je ne me fais pas de soucis. Ces questions-là, elles vont être résolues. Il y a déjà des réponses. Il y a aussi les questions de... Alors, ce n'est pas forcément un défaut, c'est que le bois varie. Change visuellement, d'esthétique, en parement, en bardage extérieur et même intérieur avec la lumière. Et donc soit il faut s'en accommoder et donc bien concevoir le bâtiment pour qu'il puisse accepter une architecture qui grise, une architecture qui se patine, ou alors, encore une fois, il faut mixer avec d'autres sources, si possible en biosourcé, parce que là aussi, il y a d'autres enjeux aussi sur d'autres matériaux, la pierre, la terre crue, la terre cuite peut-être, et voilà, donc je pense que... Et puis, il y a aussi un autre secteur où le bois aura du mal à venir, c'est sur les infrastructures, les fondations, les dallages, voilà. Là, il y aura toujours un sujet où on sera obligé d'utiliser le béton. Donc, mais là aussi, il y a peut-être encore des choses à approfondir sur les pieux bois. Mais bien sûr. Je pense qu'on peut affiner ces le port de Copenhague trempe dans l'eau et entièrement en bois. Donc, Venise aussi. Et on va venir de plus en plus à ces sujets-là, du fait de devoir rééquilibrer le bilan carbone, utiliser moins de béton. On va le bois. Des bétons bas carbone. Je ne sais pas si on lance ce débat tout de suite. C'est ça. Donc voilà, il y aura un basculement économique et le bois va devenir pertinent économiquement pour plus d'usages. Justement, une question sur le coût. On me pose la question du ratio coût au mètre carré pour une maison individuelle et la question, Marie Jorieux, peut-être aussi, est-ce que le coût est un frein ? Alors oui, j'adore cette question, on adore tous cette question, c'est la première question qu'un maître d'ouvrage m'a posée, mais oui, mais construire en bois c'est plus cher. Ou combien c'est plus cher ? Alors on ne sait pas très bien répondre à cette question parce que ce qu'on a dit tous ce soir, c'est qu'un projet en bois c'est un projet spécifique, donc on a du mal à le comparer à strictement l'équivalent en béton. Et ce que disait Marie tout à l'heure, quand c'est bien mis en œuvre, quand c'est mis au bon endroit pour le bon usage, le surcoût il est inexistant, voire parfois on a pour certains programmes, le bois est beaucoup plus performant, plutôt pour les équipements publics ou les équipements industriels. En logement, pour l'instant le bois en grande hauteur, effectivement il coûte un peu cher, parce qu'il y a un retard normatif et des complexités de mise en œuvre. Mais on a aussi des gains sur les temps de chantier, on a des gains de surface quand on fait de la façade bois. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Et encore une fois, c'est la première réponse qu'on fait, c'est que si on accorde suffisamment d'argent et de temps aux études, normalement on n'a pas de surcoût à l'arrivée. Puis on parle de coût économique, mais parlons des fois de coût environnemental. Comparons ce coût-là. Alors je sais que ce n'est pas une échelle de valeur aujourd'hui qu'on utilise, mais qu'on va être obligé d'utiliser de plus en plus. Et là, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ce soit la construction bois qui soit la plus chère.
Très bien, merci. Plein d'autres questions sur le bois, la mêlée-collée, le hêtre, etc. On essaiera peut-être d'y répondre plus tard, mais il faut absolument qu'on vous laisse. Donc merci à tous pour la qualité de vos échanges, pour avoir aussi parfois osé parler sans langue de bois et d'avoir aussi ouvert le débat. J'espère que ça vous a permis à vous, internautes aussi, de voir un peu plus clair sur la ressource. En tous les cas, on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci à tous les intervenants pour la qualité de vos échanges. Le concours 2021 est lancé. Le thème est donc « De quel bois je conçois ?» Étudiants, à vos crayons, faites de nouveau rêver le jury avec de belles maquettes et de beaux projets. À très vite et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bravo.